On manque de relève parce que chez nous, la précarité est beaucoup plus importante qu'au secteur des jeunes. Alors, je ne sais pas si c'est encore les bons chiffres, mais il y a quelques années, on avait encore 90% de précarité à l'éducation des adultes. Alors, c'est pas très attirant pour un nouvel enseignant. Fait que souvent, ce qui arrive, c'est que les jeunes enseignants viennent chez nous, mais dès qu'ils ont la possibilité de passer au secteur des jeunes, ils retournent au secteur des jeunes. On a parlé aussi de donner, une des préoccupations, c'est de donner aussi la possibilité de participer au colloque, donc de participer à des activités pédagogiques autres que l'enseignement. Parce que souvent, les enseignants qui travaillent chez nous, ils sont soit à taux horaire ou ils sont là à titre de temporaire, très souvent. Alors, le fait de leur permettre de participer à des activités pédagogiques serait favorable. Ensuite, on a parlé de l'organisation de la tâche. À l'éducation chez nous, c'est que la clientèle fluctue, hein, contrairement au secteur des jeunes, où les jeunes sont obligés de fréquenter l'école. Les jeunes qui viennent à l'éducation des adultes, je dis les jeunes, mais en tout cas, c'est parce que c'est de plus en plus jeune. Les étudiants ne sont pas tenus de venir à l'école à chaque jour et tout le temps. Donc, la clientèle fluctue, et quand la clientèle fluctue, ben, les enseignants fluctuent aussi, ce qui fait qu'il y a souvent des enseignants qui sont appelés à retourner en vacances non rémunérées à partir du mois d'avril, parce que là, les écoles, les centres se vident. Alors, on a proposé pour contrer ce problème-là, de faire en sorte qu'il y ait, d'inclure dans la tâche du recrutement. Donc, il y a des enseignants qui soient chargés de faire du recrutement, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'adultes qui ne sont pas scolarisés, qui n'ont pas de diplôme de secondaire 5, qui sont soit en recherche d'emploi ou soit sur le marché du travail, mais qui n'ont pas d'études. Alors, de faire du recrutement pour attirer ces gens-là à venir terminer leurs études de secondaire 5. On a parlé aussi, bon, ça c'est le point en bas, c'est plus propice en formation professionnelle. C'est qu'en formation professionnelle, c'est souvent des gens de métier qui viennent enseigner chez nous. Alors, ces gens-là n'ont pas souvent leur baccalauréat en enseignement. Ils sont spécialisés dans leur métier. Alors, ils ont à faire des études en même temps qu'ils sont sur le marché du travail, donc en même temps qu'ils ont leur tâche d'enseignement. On a souligné le fait que ce n'était pas évident pour ces gens-là qui ont souvent quitté leurs études depuis fort longtemps de faire leur baccalauréat en même temps qu'ils enseignent. Alors, on a suggéré de prévoir une libération pour faire leurs travaux liés aux études. La proposition, bon, c'est une proposition là, de 4 jours de travail et 1 jour pour consacrer le temps à leurs études. Il y avait autre chose aussi. Je passe là, tout ce qui concerne l'accompagnement et puis les ressources, parce qu'on en a déjà beaucoup parlé. On a parlé aussi du manque d'arrimage qu'il y avait entre les enseignants universitaires et le milieu, et c'est quelqu'un de l'université même qui nous a souligné ce fait-là. Alors, on propose que les enseignants d'université devraient se rapprocher des milieux, donc venir faire des visites et mieux connaître le secteur de l'éducation des adultes qui concerne la formation générale et la formation professionnelle. Hein. C'est pas juste la formation professionnelle, l'éducation des adultes. On a parlé aussi de la formation, qui est une formation universitaire pour des enseignants vraiment spécifiques à l'éducation des adultes. Actuellement, les cours qui s'offrent sont destinés à l'enseignement au secteur des jeunes, primaires et secondaires, et ce sont ces mêmes personnes-là qui viennent travailler chez nous, alors que le contexte est particulier à l'éducation des adultes. Alors, on propose qu'il y ait un profil de sortie d'études universitaires qui soit spécifique à l'éducation des adultes. Est-ce que j'ai oublié quelque chose en arrière? Excellent. Merci. Avec la table des universitaires. Madame Ferrière est déjà prête. Oui. Écoutez, je pense qu'à quelque part autour de la table, là, on comprenait le message. Il s'agit de mieux préparer, de mieux informer les étudiants qui vont diplômer d'une situation dans le milieu scolaire où le début dans la pratique est vraiment pluriel. Beaucoup moins uniforme que ce qu'on est tenté habituellement de faire dans nos cours, où c'est une situation idéale. Alors ça, je pense qu'on l'a bien compris.
Il y a une cartographie du paysage qui est changeante. Il y a une reconfiguration même du métier d'enseignant. Alors, il y avait des collègues qui disaient ça autour de la table. C'est évident que tout ça, ça pose toute la question du partage des responsabilités là, entre l'université et le milieu scolaire. Et il y a quelqu'un qui a osé dire, osé parler de service après-vente. Alors, bon, ça remettra bien des choses en question. On sait que ça se pratique à certains endroits, mais ce n'est pas tout à fait le cas dans la façon dont les responsabilités avaient été partagées au Québec. Ceci étant dit, comment peut-on mobiliser les compétences, aider les étudiants à gérer leur savoir dans une situation où probablement pendant des années, ils vont être en survie plus qu'autre chose? Alors, c'est un peu ça, la problématique plus pédagogique qui a émergé pour nous, c'était celle-là. Et en ce sens-là, on disait, bien, peut-être qu'il faudrait agir à deux volets. D'un côté, aider nos étudiants à s'insérer en s'adaptant à la tâche présentée. Là. Comment dire, les pluriels, c'est pas la tâche désirable pour eux, mais en même temps, c'est ça. Donc, ce sont des contextes d'enseignement à la limite imprévisibles. Et de fait, il pourrait y avoir une communauté de pratique pour gérer la survie autour de ça. Là, on parlait tout à l'heure de trousses d'activités pédagogistes. Il y a une situation d'urgence à gérer. Et moi, ça me faisait penser à une communauté de pratique qu'on avait étudiée à la CSST, où des personnes avaient, des inspecteurs, ils avaient trouvé la solution à un problème. Ils étaient pressés par le milieu de trouver comment un problème était survenu, comment quelqu'un s'était blessé, afin que l'employeur puisse remettre quelqu'un sur la chaise en question, là, si vous me permettez la métaphore. Et la plupart du temps, ils étaient capables de trouver des réponses. Hein. 80% du temps, ça va bien. Mais c'est le 20% où c'est difficile. Où là, la communauté de pratique, il y avait un appel à tous qu'ils pouvaient faire, et là, ça devenait particulièrement important. Donc, et on pourrait faire une petite contribution en ce sens-là, très certainement. L'autre logique, ce serait celle de continuer une logique de développement professionnel. On a la formation initiale, le début dans la pratique. On souhaiterait que ce soit une tâche habituelle dans une classe où quelqu'un enseigne primaire, dans une logique primaire ou secondaire. On était aussi souvent que dans le début de la pratique au primaire, ça commence à ressembler au secondaire. Ça devient très, très spécialisé comme tâche. Donc, on est dans une double logique présentement. Une logique de survie, mais une logique de développement professionnel. On ne voudrait pas que soit sacrifié la logique de développement professionnel. Et pour cela, là encore, c'est une notion de communauté de pratique où quelqu'un choisirait un petit domaine pour continuer de l'investiguer avec des collègues. Ça pourrait commencer ça, dès la formation initiale, où on pourrait encourager les étudiants en ce sens-là. Et là, il pourrait y avoir un passage là, de la formation initiale à une formation continuée, mais qui pourrait se produire même si la personne est dans une tâche de survie, si elle est par contre accompagnée dans cette tâche de survie où il y a un meilleur partage, et c'était déjà mentionné. Alors, je m'arrête là-dessus. Donc, j'inviterais sans plus tarder Kino Métivier. Je n'ai pas eu le temps de te poser plusieurs questions, Kino. Ce que je sais de toi, c'est que tu es un enseignant au secondaire. Puis cette année, tu as été enseignant ressources en plus. Puis enseignant ressources, il y a un petit volet de favoriser le sport aux collègues. Puis elle nous parlait de ça avec un résumé des facteurs. Je te laisse. Donc, j'ai essayé de faire une espèce de petite synthèse de l'ensemble des facteurs de risque. Le plus possible, j'ai essayé de vous citer dans vos mots, parce qu'il y a eu des phrases assez chocs qui sont sorties, donc j'ai essayé de faire un tabloïd des différents facteurs de risque qui a été sorti. Le premier facteur de risque qui était sorti, qui était le majeur, probablement que c'est lui qui occupe la grosse partie de la tâche à mesurer, c'est la lourdeur de la tâche. Donc, un problème qui était soulevé, qui a été mentionné beaucoup aujourd'hui au niveau du partage inégal des tâches. Et il y avait une phrase qui disait que les tâches les plus complexes qu'on vit, on les vit tous en début de carrière. Donc, plus la tâche est complexe, plus c'est une tâche destinée à un enseignant qui débute. Donc, un petit problème à ce niveau-là. Mais on parlait aussi de limiter les tâches, de faire des belles tâches de résiduel. Et si c'est un beau résiduel à 50%, l'enseignant qui a juste 50% de salaire va essayer de le gonfler. Et c'est là qu'il va commencer à accepter n'importe quel résiduel. Fait que même si on se concentre à faire une belle tâche, ben lui, pour arriver, ben, il va la monter ou il va se prendre une job dans une boutique le soir. Fait qu'il va manquer de temps aussi. Ensuite, un manque de soutien qui a été mentionné aussi. Les jeunes enseignants sont souvent laissés à eux-mêmes. Il y a une incapacité du corps enseignant à faciliter l'arrivée des nouveaux.
Donc, les tâches sont grosses, sont prenantes, on a un renouveau pédagogique à s'occuper. Et en plus, si le nouveau ne fait pas signe qu'il a besoin d'aide, bien souvent, il va vivre son isolement tout seul, puis personne ne va lui venir en aide. Le troisième point, c'était l'isolement. Je pense que le mot dit tout. Ensuite de ça, un manque de formation des mentors. Souvent, on va dire, on fait un programme de mentor, on jumelle l'ancien et le nouveau, mais l'ancien n'a pas plus d'outils, il a juste son bagage d'expérience, mais c'est intéressant le bagage d'expérience, mais quand le problème est plus pointu, qu'est-ce qu'on fait pour aider le nouvel enseignant? C'est pas évident. Ensuite, on parlait de supervision pédagogique, surtout dans un contexte où on a de plus en plus d'enseignants qui viennent sur les planches et qui n'ont pas leur formation complétée. Que ce soit des gens qui n'ont pas un bac complété ou des gens qui ont une formation, par exemple, chez nous au secondaire, en mathématiques, mais qui n'ont pas nécessairement leur bac. Comment on va soutenir cette supervision pédagogique-là pour les aider quand ils arrivent? Finalement, on avait aussi... ce serait fun que dans certains cas, que les formations ne soient pas nécessairement facultatives. Des fois, entre autres, pour les renouveaux pédagogiques ou des choses comme ça, c'est facultatif, bien, on a une participation facultative. Ensuite de ça, le manque de temps est souvent provoqué par l'incapacité de dire non. Donc, les enseignants qui commencent ne se sentent pas à l'aise de dire « je ne l'apprendrai pas la tâche, je ne suis pas capable », ils ont peur de passer pour des gens qui ne sont pas prêts à se retrousser les manches. Fait que pour sauver l'image, ils vont dire oui, mais à un moment donné, l'image va prendre un coup. Ensuite de ça, on avait la planification. On entretient la culture d'urgence parce que, dans le fond, on crée ce problème-là. On sait qu'on en est conscient qu'il y en a qui ont des surcharges de travail. Donc, on parlait qu'il faut briser le cycle, allouer du temps pour s'approprier le programme et pour s'approprier les structures des différentes écoles que les gens dans lesquelles on va vivre pour essayer de soutenir Martine et ses nombreux problèmes. Et finalement, il y a une culture à inculquer à nos enseignants, à nous aussi les enseignants, c'est l'absence du travail d'équipe. Tout le monde travaille souvent en vase clos, même dans une salle de prof, donc essayer d'encourager ça pour que les jeunes puissent s'impliquer là-dedans aussi. Ça fait le tour un peu des facteurs de risque. Dans la montagne, doctorante à l'Université du Québec à Rimouski, pavillon de Lévis. Les facteurs aidants, les facteurs de réussite pour l'insertion professionnelle qui ont été répertoriés, que vous avez mentionnés. Alors, on les retrouve sous 5 thèmes. Le mentorat, et je vais par ordre de priorité, le mentorat, l'accueil et le support, la tâche, le partenariat et des points de vue généraux aussi, des points de vue généraux. Alors, je commence par le mentorat. Que le mentorat soit structuré, reconnu dans les tâches, de bien définir les rôles et les attentes des divers intervenants à l'insertion professionnelle, d'associer les enseignants novices et expérimentés en collaboration dans les mesures d'insertion professionnelle à mettre en place. Que le mentor soit formé et que ce soit également un expert, qu'il soit aussi présent, qu'il soit facile d'accès, qu'il soit supportant, qu'il ait des qualités personnelles comme être chaleureux, accueillant, à l'écoute et attentif. Que la formation pour les mentors, qu'il y en ait aussi pour les mentorés. Une libération de temps pour le co-développement et que cette libération-là aussi soit pour tous les domaines, là, tous les secteurs, comme on mentionnait tout à l'heure, même la formation professionnelle. Le deuxième point, l'accueil et le support. Alors, accueil et support de la direction qui épaule bien ses débutants, qui soient présents lorsqu'ils ont besoin, et également de toute l'équipe. Alors, accueil et support pour partager, échanger, collaborer, partage de matériel et d'informations, banque de personnes ressources à qui se référer, aider, tout ça, ça aide au sentiment d'appartenance dans une école. Et ça permet de connaître la culture du milieu et également la clientèle scolaire. Plusieurs points dans ce que je vous dis, dans ce que je vous présente, ont déjà été mentionnés au cours de la journée. L'accueil aussi, le support dès le début de l'année en milieu scolaire. Le point suivant, la tâche. Alors, l'équité dans le partage des tâches au niveau d'une école, pas trop de morcellement de tâches. Les écoles pourraient se consulter aussi avant d'offrir des tâches qui sont, afin d'offrir, on va être positif, des tâches plus acceptables. Au niveau du partenariat, très important, plusieurs l'ont mentionné,
qui est que tous les partenaires des milieux scolaires, syndicaux et universitaires s'associent, se rencontrent comme aujourd'hui pour intervenir au niveau de l'insertion professionnelle et partager aussi les mêmes préoccupations et de ce qui se fait également. Du point de vue général, alors, on dit que ça prend une volonté politique de l'organisation scolaire pour supporter l'insertion professionnelle. On parle d'avoir un programme obligatoire dans tout un programme d'insertion professionnelle dans tous les établissements scolaires, de donner du temps aux débutants pour se préparer à la tâche, l'importance aussi du soutien psychologique, de l'entourage, le réseau de partage, de ressources, le réseautage a été mentionné aussi, l'entraide, et plus de sous pour les responsables de l'insertion professionnelle pour leur gestion, l'organisation, la formation des personnes qu'ils guident. Alors, ça résume. Est-ce que vous voyez des lendemains importants à cette rencontre d'aujourd'hui? Bernard. Bon, moi, je suis très heureux d'avoir participé aujourd'hui, mais je nous souhaite, tout au moins les gestionnaires d'école et de salles, à faire une réflexion pour les tâches. On a regardé la tâche la plus grosse qu'on a à faire, c'est de les organiser pour nos nouveaux enseignants. Et quand on les fait, il ne faut pas les faire en se disant on les envoie dans le résiduel. Il faut penser que le résiduel, ça va être nécessairement des nouveaux. Donc, il faut l'organiser pour se dire profitons de nos gens experts. Eux autres, c'est pas grave parfois quand ils ont à partager deux choses ou deux cours. Mais par contre, le nouveau, il est important de bien l'intégrer. Moi, je pense qu'on a une grande réflexion à faire sur comment on va organiser nos tâches dans le futur pour tenir compte d'une insertion réussie de nos nouveaux enseignants. Ce qui est intéressant, Bernard, parce que c'est dans mon style, c'est que tu ne demandes pas aux autres de faire quelque chose, tu dis moi-même, c'est ça que je vais faire, et mes collègues, une invitation à tes collègues. D'autres personnes qui ont des propositions à faire? Oui? Ce qui ressort de ça aujourd'hui dans les facteurs de risque, les facteurs de réussite, on a parlé des programmes de mentorat structurés, obligatoires, mais je pense qu'il va y avoir des associations de dirigeants de commissions scolaires, que ces commissions scolaires-là présentent ça au regroupement des directeurs d'école pour que ça ne devienne pas des petites initiatives locales et individuelles, mais que ça devienne des structures qui sont obligatoires, qui sont financées, qui sont récurrentes, puis qui sont partout. Que tu sois dans une petite école, une grosse école, une région centrale ou un petit peu plus éloignée. Donc là, je pense que monsieur vient de demander aux enseignants de faire un effort d'équité envers leurs collègues plus jeunes. Bien, moi, je demande à nos dirigeants de faire un effort pour que l'argent soit mis dans les écoles et que ces choses-là se mettent en place, que ça ne reste pas juste des projets sur papier. Alors, avec les directions de ressources humaines qui sont regroupées sur le territoire 312, qui ont à se faire des priorités pour la prochaine année, ça peut être une chose qui soit retenue. Et puis, on pourrait, avec le budget des priorités régionales, consentir une enveloppe budgétaire pour réaliser, parce que vous avez tout à fait raison, hein, ça ne donne rien de recommencer partout. Vous l'avez tous dit, il y a toujours le temps qui est un facteur qui manque à tous, c'est la même chose aux ressources humaines. Alors, merci pour la suggestion. Quelqu'un d'autre? Oui. Oui, Thérèse. Nous, ce qu'on peut faire au secondaire, dans le cours gestion de classe, Christine nous disait ce matin, on a des étudiants à l'automne et à l'hiver, en troisième année. On développe certaines habiletés de base à produire un discours. Et on appelle ça une communauté d'apprentissage. Et on pourrait très, très bien davantage, au moins mentionner qu'ici, aujourd'hui, il y a des questions de communauté de pratique. C'est une attente qui devient croissante. Et au moins, initier en ce sens-là et peut-être informer dans le sens de ce qui attend les étudiants, mais dans la double logique un petit peu de ce qu'on mentionnait tout à l'heure. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire ici. Et il y a un pendant du côté du primaire. Bravo. Moi, je représente une organisation provinciale d'enseignants, d'intervenants à l'éducation des adultes. Alors, nous, ce qu'on veut, c'est se joindre aux autres personnes impliquées à l'éducation des adultes pour pousser un peu le dossier d'une formation
pour l'enseignement de l'éducation des adultes, c'est-à-dire un profil de sortie, donc qui est donc des cours spécifiques en andragogie et à l'éducation des adultes. Merci. Vous avez parlé des dépôts, des projets des différentes commissions scolaires sur le site Internet, des choses comme ça. Souvent, il y a des grandes idées de la commission scolaire, mais les écoles doivent digérer ça et essayer de faire quelque chose avec les grandes valeurs qui ont été visées. Et ce serait bien que les projets qui sont bondus dans les écoles, si jamais vous aviez une ouverture pour ça, moi qui est une petite école de, je sais pas, 550 élèves, me comparer avec ce qui se fait dans une autre école de 550 élèves, comme mentorat, qu'est-ce qu'on peut faire? Fait que comme ça pourrait éviter de partir de zéro, justement, étant donné que le temps est... Donc, déposer les projets sur le site, c'est ce que projets écoles. Les projets écoles, bien sûr. Parfait. C'est un questionnement que j'ai, puis je ne suis pas toute seule à l'avoir. Étant donné qu'il y a beaucoup de PNQ, des personnels non qualifiés qui arrivent dans nos écoles, on a vu disparaître le certificat en pédagogie d'un an de formation et ça serait-tu possible de penser un jour qu'il y aurait une formation pour ces personnes-là qui ont une expérience de vie, qui décident de venir enseigner, mais qui ne se taperont pas un bac de 4 ans pour être qualifiés. Parce que ces gens-là sont dans le système, mais ils restent toujours en bas de la file. De manière, on les repère parce qu'on ne peut pas rien les promettre. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup, nous autres en avons au moins 6 dans notre école. Puis c'est des bonnes personnes, sauf qu'elles ne sont pas qualifiées, ils sont rien. Je ne sais pas s'il y a quelque chose de prévu pour eux autres prochainement. En tout cas, le nombre, je peux te le dire très exactement parce que je l'ai fait sortir hier et puis on en a 167 dans nos 2 régions. Alors, répartis dans 10 commissions scolaires et dans tous les ordres d'enseignement, ça vous donne une idée, là, il y en a combien. Et on fait en sorte de regarder ça de très près pour qu'avec les commissions scolaires, on puisse trouver des solutions. Alors, Sylvie a entendu ça aussi à la direction de la titularisation. C'est chez Sylvie que la réglementation est élaborée, mais on a bien entendu votre demande. On a beaucoup parlé de reconnaissance aujourd'hui, on sait que c'est important pour le nouvel enseignant, la nouvelle enseignante. Donc moi, dans les 6 dernières années, j'ai eu la chance de participer à 3 colloques, et à chaque fois, c'est très ressourçant. On parlait de ça, de ressourcement, tout ça. Alors je me dis, et aujourd'hui, quelle joie de voir beaucoup de jeunes. Le prochain colloque, ou un autre prochain colloque, pourrait, puisqu'on sait que ça peut faire la différence dans la carrière, ça pourrait être un colloque justement pour sa propre insertion et qui s'adresse vraiment à des gens qui sont en début de profession. Leur propre colloque et eux autres d'insertion professionnelle, avec toutes sortes d'ateliers. Si on leur donnait la chance, je sais que ça coûte cher organiser ce genre de choses-là, mais ces événements-là ont des impacts extrêmement positifs. Je veux dire à M. Métivier et à ses collègues, oui, allez voir sur le site, on a des attentes par rapport au site, mais immédiatement, vous pouvez communiquer avec les gens des commissions scolaires, puis on va être heureux de vous aider. On va vite vous mettre en relation avec quelqu'un, puis un bon lunch, puis ça va. En plus, on peut partager le plan. Il y a de très bonnes idées qui viennent d'être émises ici cet après-midi. Moi, ce que je suggérerais, c'est qu'il y ait une petite table de formés, de personnes intéressées, de niveau d'intervention aussi très variés, pour permettre toujours d'avoir le regard sur les différentes propositions qui viennent d'être faites, mais surtout tenter d'apporter un suivi aussi. Alors, c'est ma proposition. Si jamais il y avait des gens intéressés, vous seriez les bienvenus si vous acceptez la proposition, naturellement. Je sais que nous avons une très belle collaboration de la part de Mme Turcotte, du ministère de l'Éducation, de Mme Marie-Sylvie Descoteaux, la directrice régionale, et je suis assurée de la collaboration de nos directeurs généraux aussi. Alors, s'il y a des gens intéressés à faire partie de cette petite table, vous nous ferez signe. Merci.